Bonjour et bienvenue dans ce chapitre de physique sur les interactions fondamentales et les champs. Alors première chose sur laquelle on va se pencher, ce sont les échelles de la matière et notamment euh, être capable tout simplement de classer sur un axe des objets du plus petit au plus grand. Alors tout ça va nous rappeler ce qu'est la notation scientifique. Alors écrire un nombre en notation scientifique, c'est l'écrire sous la forme a fois 10 puissance n, avec a un nombre décimal compris entre 1 et 10, 10 étant exclu, hein, et n une puissance entière pouvant être positive ou négative. Alors qu'est-ce qu'on appelle un ordre de grandeur? L'ordre de grandeur, c'est tout simplement la puissance de 10 la plus proche du nombre. Alors pour faire ça, faisons tout de suite un exemple pour classer des objets rapidement par taille et manipuler les puissances de 10. Alors on va compléter le petit tableau. On nous demande dans un premier temps donc d'écrire en notation scientifique 1,7 mètres. 1,7 mètres c'est déjà 1,7. Éventuellement on peut écrire, mais c'est pas du tout obligatoire, fois 10 puissance 0. 5 mm c'est 5 fois 10 puissance moins 3, puisque milli c'est 10 puissance moins 3 mètres. 380 000 km. Alors il faut déjà écrire 380 000 en notation scientifique. C'est 3,8 fois 10 puissance 5, puisque si on compte bien, je dois bien décaler de 5 rangs la virgule ici, 1, 2, 3, 4, 5 pour former le 380 000. Et ensuite, je dois convertir les kilos. Les kilos, c'est 10 puissance 3. Donc au final, il nous reste 3,8 fois 10 puissance 5 plus 3. 5 plus 3, ça fait 8. Le Mont Blanc, 4807 mètres, c'est 4,807 fois 10 puissance 3 mètres. Le lymphocyte, alors pareil, il faut d'abord convertir 12 en notation scientifique. 12, c'est 1,2 fois 10, donc 10 puissance 1. Et micro, c'est 10 puissance moins 6. Au final, on a donc 1,2 fois 10 puissance 1 moins 6, ça fait moins 5. Enfin, la distance Lille-Marseille, 860 km, c'est 8,6 fois 10 puissance 2. Et kilo, c'est 10 puissance 3. On a donc 8,6 fois 10 puissance 2 plus 3, 5. On nous demande maintenant d'écrire les ordres de grandeur. Qu'est-ce que l'ordre de grandeur? L'ordre de grandeur, c'est la puissance de 10 la plus proche du nombre. Donc toutes les puissances de 10, on va les laisser. Et ensuite, il suffit de regarder le nombre ici qu'on avait noté A. Ce nombre-là, il va tout simplement falloir regarder s'il est plus proche de 1, c'est-à-dire 10 puissance 0, ou bien de 10, c'est-à-dire 10 puissance 1. 1,7 est plus proche de 1 que de 10. On lui associe donc 10 puissance 0 fois 10 puissance 0. 0 plus 0, ça fait toujours 0, ça fait 10 puissance 0, c'est-à-dire 1. Donc l'ordre de grandeur de l'homme, c'est 1 mètre. 5, est-ce que c'est plus proche de 1, c'est-à-dire de 10 puissance 0, ou est-ce que c'est plus proche de 10? On va dire que c'est plus proche de 1. Bon, là, on est au milieu, hein. Donc on peut dire que c'est plus proche de 1, ça ne changera pas grand-chose. Donc ça, on lui associe donc 10 puissance 0, et là, 10 puissance moins 3 qui reste. Ça nous fait donc 0 moins 3, 10 puissance moins 3. 3,8, c'est plus proche de 10 puissance 0, c'est-à-dire de 1 que de 10. 10 puissance 8, ça reste 10 puissance 8, donc l'ordre de grandeur, c'est 10 puissance 8. 4,807, est-ce que c'est plus proche de 1 ou de 10? C'est toujours plus proche de 1, donc on associe 10 puissance 0. Le 10 puissance 3 y est déjà, ça nous fait donc 10 puissance 3. 1,2, c'est toujours plus proche de 1 que de 10, donc on lui associe 10 puissance 0. Le 10 puissance moins 5 est déjà placé, ça nous fait donc un ordre de grandeur de 10 puissance moins 5. Par contre, le dernier, regardons bien, 8,6, c'est plus proche de 10 que de 1, donc on lui associe 10 puissance 1.
et le 10 puissance 5 y est déjà, eh bien ça nous fait du 10 puissance 1 plus 5, c'est-à-dire 6. Il ne nous reste plus qu'à classer sur un axe. Alors on les classe du plus petit au plus grand. Donc le plus petit, je crois que c'est celui-là, le 10-5. Donc le 10-5, ici il est déjà placé, c'est le lymphocyte. Donc celui-là il est fait. Ensuite on a du 10-3, donc qui est là. Hein. 10-3 c'est la coccinelle. Après 10-3 on a 10 puissance 1, 0 pardon, donc c'est-à-dire 1, c'est l'homme. Ensuite on a 10 puissance 3, c'est le Mont Blanc. Je ne fais pas à l'échelle, hein, l'axe, mais bon. Comme il est gradué, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a du 10 puissance 6 pour la distance Lille-Marseille. Et enfin, pour finir, 10 puissance 8, la distance Terre-Lune. Donc vous voyez, rapidement, on a classé les objets simplement en comparant les ordres de grandeur du plus petit au plus grand. Alors c'est important pour la suite du chapitre, surtout d'écrire en notation scientifique, notamment pour réaliser des bonnes conversions de mètres, de kilomètres en mètres. Hein, on aura surtout des kilomètres en mètres à convertir, donc il faut être capable de faire ça rapidement. Petite révision maintenant sur les particules atomiques et notamment le modèle de l'atome, puisque ça va être important pour la suite. Alors, on retiendra comme donc, modèle de l'atome. Qu'est-ce qu'un modèle? C'est une représentation simplifiée de la réalité. Que les atomes sont constitués d'un noyau central, autour duquel gravitent des électrons qui sont en mouvement. Ce sont des révisions de seconde. Hein. Le noyau est constitué de nucléons. Ces nucléons, ils sont notés grand A. Il y en a de deux sortes. Il y a les protons, qui sont des particules de charge positive. La charge vaut plus E, E étant la charge électrique élémentaire. On le verra tout à l'heure, hein, le E vaut 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Et il y en a Z, donc on dit qu'il y a Z protons, et les neutrons, qu'on note en général N, et ce sont des particules qui n'ont pas de charge ou de charge nulle, hein, et il y en a N qui vaut A-Z, puisque je vous rappelle que l'atome est neutre. Les électrons ont une charge négative, qui vaut moins E, c'est-à-dire moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs, et ils ont une masse qui est négligeable, qui est toute petite, devant celle des nucléons. C'est-à-dire qu'un proton ou un neutron a une masse vraiment beaucoup plus importante que celle d'un électron, et de fait, on peut négliger la masse des électrons par rapport à celle des protons et des neutrons. Un atome isolé est électriquement neutre. Ça a une conséquence. Hein. Ça veut dire qu'il y a autant de protons que de neutrons. Autant de protons que d'électrons, pardon. Excusez-moi, autant de protons que d'électrons, puisque les électrons sont moins et les protons sont plus. Le rayon de l'atome, c'est à peu près 100 picomètres, et celui du noyau, il est à peu près 100 000 fois plus petit. Ce qui veut dire que l'atome est essentiellement constitué de vide. On dit qu'il a une structure lacunaire. Structure lacunaire, ça veut dire qu'il est essentiellement fait de vide. Entre le noyau et les électrons, il y a du vide. Pour représenter symboliquement un noyau, on utilise une notation, la fameuse notation X à Z, qu'on va rappeler ici. On note le symbole de l'atome étudié, X, et on note ici son nombre de nucléons, A, et ici, ce qu'on appelle le numéro atomique, c'est ce qu'on appelle aussi le nombre de protons Z. Donc, par exemple, le carbone 12, on le notera comme ça. C veut dire carbone, 6 ça veut dire qu'il y a 6 protons,
Et 12, c'est 12 nucléons, c'est-à-dire la somme proton plus neutron vaut 12. Donc on peut en déduire le nombre de neutrons. La charge élémentaire, c'est la plus petite charge électrique que l'on puisse trouver. Elle est notée petit e et elle vaut 1,6 10-19 coulombs. Donc pour les protons, cette charge, elle est en coulombs, donc du nom de Charles-Henri Coulomb, qui a travaillé sur les charges électriques. Elles vont donc 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Pour les neutrons, elle est nulle, il n'y a pas de charge. Et pour les électrons, elle vaut la même chose, mais avec un signe moins, moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. La valeur numérique n'est pas à retenir, elle sera donnée dans tous les sujets. De même pour les masses, on voit que les masses protons-neutrons, c'est presque les mêmes. Il y a une petite différence ici. Par contre, les électrons, vous voyez, c'est du 10 puissance moins 31, alors que là, on a du 10 puissance moins 27. Si on associe le bon ordre de grandeur, 1,673, c'est plus proche de 1 que de 10, donc on lui associe 10 puissance 0, et 10 moins 27, c'est 10 moins 27. Donc l'ordre de grandeur de la masse des protons, c'est de 10 moins 27. Il en va de même pour les neutrons. Par contre, attention, pour les électrons, on a 9,1. 9,1, c'est plus proche de 10 que de 1, donc on lui associe 10, c'est-à-dire 10 puissance 1, et le 10 moins 31, il reste. Si on fait la petite multiplication des deux, ça fait 10 puissance 1 moins 31, ça fait du 10 moins 30. On voit qu'entre les deux, pour passer de moins 27 à moins 30, il y a 3 puissances d'écart, c'est-à-dire 1000. Il y a un facteur 1000. En gros, ça veut dire que un électron est au bas mot 1000 fois plus léger qu'un proton ou un neutron. Donc c'est pour ça que ce qu'on avait dit, que la masse était négligeable, on le retrouve ici, rapidement. Une petite définition rappelle ce qu'on appelle isotopes. Les isotopes, ce sont les éléments chimiques dont les noyaux ont le même nombre de protons, par contre un nombre de neutrons différents. Par exemple, le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14 sont tous les trois isotopes. Ils ont tous les trois 6 protons, mais en revanche, ils ont un nombre de neutrons différent. Le premier, il a 6 neutrons, le deuxième, il en a 7, et celui-là, il en a 8. On fait à chaque fois 12 moins 6, 13 moins 6 et 14 moins 6 pour avoir le nombre de neutrons. Donc on appelle ça des isotopes parce qu'ils ont le même nombre de protons, donc ils s'appellent tous carbone, mais comme ils ont un nombre de neutrons différents, on les appelle donc les isotopes 12, 13 et 14 du carbone. Alors faites attention, ça c'est très important, aux unités. En physique, on utilise toujours le kilogramme dans toutes les formules qu'on va utiliser. Dès que vous avez une masse, il faut utiliser des kilogrammes. Par contre, en chimie, ce qu'on a vu dans les chapitres avant, on utilise toujours les grammes, les masses molaires, etc. Tout est en grammes, grammes par mol, etc. Mais en physique, on utilise le kilogramme. Donc attention. Pour aller plus loin sur les particules élémentaires, là je vous ai mis ce qu'on appelle le modèle standard, qui décrit toutes les particules élémentaires qu'on peut trouver dans la matière, donc notamment avec ce qu'on appelle les leptons et les quarks. Les quarks, c'est en fait ce qu'il y a à l'intérieur des protons, des neutrons. Si on casse des protons et des neutrons, à l'intérieur il y a des quarks. Alors ça, vous pouvez le lire, hein. C'est hors programme, mais on va dire ça fait partie un peu de la culture scientifique. Là, ce sont toutes les particules que l'on connaisse et qui sont vraiment les fondamentales. Fondamentales veut dire les plus petites qui existent et qui sont à la base de tout ce qui se passe dans la matière. Alors, la notion de force, donc qu'est-ce que c'est d'abord qu'une interaction? Une interaction, c'est une action réciproque entre deux systèmes. A agit sur B, B agit sur A. Et on modélise une interaction qui existe réellement par une force. Et une force, on va la représenter tout simplement par un vecteur, puisqu'elle a un point d'application, l'objet où se passe la force, une direction, un sens, une intensité, qu'on appelle aussi en maths une norme ou une valeur,
et dont l'unité de toutes les forces, c'est le newton, qu'on note plutôt avec un N majuscule. On mesure les forces avec un dynamomètre. Alors qu'est-ce que c'est qu'un dynamomètre? Eh bien c'est l'appareil qui est ici, c'est en gros un gros crochet relié à un ressort, ici là à l'intérieur il y a un ressort, et qui est gradué en newton. C'est par exemple ce qu'on utilise pour mesurer entre guillemets le poids des valises. Par exemple, quand vous partez en vacances, vous prenez l'avion, vous accrochez la valise ici au crochet, et ça vous donne en réalité la force en newton qui correspond au poids de l'objet ici. Alors comment on représente les forces? Donc on représente ça par un vecteur force, donc un schéma tout simplement avec des différents vecteurs. Donc premier conseil, dès que vous avez des forces à représenter, si vous en avez plusieurs, changez à chaque fois de couleur. Donc par exemple, ici, si on fait ce qu'on appelle le bilan des forces sur quelqu'un qui frappe dans une balle là, qui est posée au sol, donc première chose à faire, c'est qu'on va dessiner le sol. Donc là, on a le sol. Bon, il n'est pas très droit, mon sol, mais bon, on comprend. Quelles sont les forces qui s'exercent? Il y a le poids de la balle. Alors tout dépend quel est le système. Le système, c'est l'objet qu'on va étudier. Donc le système ici qu'on étudie, c'est la balle de foot. Et donc on s'intéresse à toutes les forces que subissent la balle. Non pas le pied, mais la balle. Ou le joueur ou le sol. Donc il y a le poids de la balle, puisque la balle est attirée par la terre. Donc ça nous fait un vecteur P. Donc le vecteur P, c'est le poids de la balle. Il est vertical. Donc tout ça, il faut l'écrire, bien sûr, vers le bas. Quel est le point d'application? Eh bien, c'est le centre de gravité, ce qu'on appelle le point G en général, de la balle. Donc au centre de gravité de la balle. Là, on a décrit la première force. Ensuite, deuxième force, donc je change de couleur. Je vais la faire en noir. Évidemment, il y a la force de frappe du joueur. Donc je l'appelle F. Ça, c'est la force du pied sur la balle. Je l'appelle F pied. On nous dit qu'elle fait un angle de 45 degrés avec l'horizontale. Donc si là, je dessine l'horizontale, cet angle-là vaut 45 degrés. C'est écrit ici. Voilà, donc ça c'est F, donc c'est la force du pied sur la balle. Je suis désolé pour l'écriture. Donc on peut dire qu'elle est oblique celle-ci, dans le sens du mouvement. Et puis elle fait un angle de 45 degrés, donc on pourrait préciser 45 degrés avec l'horizontale. Bon, c'est écrit dans l'énoncé, donc on peut le rappeler. Et elle a une valeur de 450 newtons. Comment je le sais? C'est tout simplement écrit ici. Le poids, en revanche, on peut le calculer. Je ne l'ai pas fait, j'aurais dû le faire. Donc sa valeur, c'est P égale mg, rappel de troisième, masse fois petit g. La masse de la balle, elle fait 450 grammes, mais attention, il faut mettre ça en kilogrammes, donc 0,45, et g, en toute rigueur, c'est l'intensité de la pesanteur sur Terre, toute rigueur, elle vaut à peu près 9,81, je vais l'arrondir à 10 pour pouvoir faire le calcul de tête, donc 4,5 newtons. Donc attention, le poids, il est en newton, et certainement pas en kilogrammes, même si dans la formule, puisque c'est une force, même si dans la formule, la masse doit être en kilogrammes. Et enfin, il y a une dernière force, c'est la réaction, donc je vais la faire ici, R, la réaction du sol, RS je l'appelle, c'est la réaction du sol, c'est la réaction exercée par le sol sur la balle. Et c'est cette force-là qui fait que s'il n'y avait pas cette force, la balle s'enfoncerait dans le sol. Donc ça, c'est la réaction du sol sur la balle. Donc celle-là, elle est verticale vers le haut, opposée au poids. Et elle vaut
elle est vraiment opposée, hein, au poids, et elle est même égale au poids, puisque la balle ne s'enfonce pas dans le sol et ne lévite pas en l'air, hein. Donc en fait, RS égale P égale 4,5 newtons. Et là, on a fait un petit bilan des forces. Donc tout ça pour dire que dès qu'on fait une force, on la représente par un vecteur. Alors le point d'application, évidemment, je ne l'ai pas dit ici, je l'ai oublié de le mettre là-bas d'ailleurs. Donc pour la force du pied, c'est au point de contact, hein. Donc au point C, le point C étant ce point-là, c'est-à-dire le point de contact entre le pied et la balle. En revanche, RS, eh bien, le point d'implication, c'est celui-là, c'est-à-dire le point contact avec le sol. Donc, je vais l'appeler S, ce point-là. Donc, cette force-là s'exprime, donc réaction du sol sur la balle, en S. S étant directement le contact avec le sol et la balle. Voilà ce qu'on appelle un bilan des forces. Maintenant, quelles sont les interactions fondamentales? Alors, qui sont-elles? Que font-elles? Première chose, un petit rappel sur ce qu'on appelle la troisième loi de Newton, hein, ou le principe des actions réciproques. Alors, on nous dit que à une interaction entre un objet A et un objet B correspondent deux forces, l'une exercée par A sur B qu'on note F de A sur B, F de A sur B, et la seconde exercée par B sur A, notée F de B sur A. Et ces deux forces sont telles que F de A sur B égale moins F de B sur A, ou inversement. On peut donc dire que ces forces-là ont la même direction, la même valeur. En maths, on dirait la même norme, c'est pareil, hein, même longueur. Hein, par exemple, 5 newtons toutes les deux. Mais par contre, elles ont des sens opposés. Exemple, très simple. Si ici vous avez un mur, si vous poussez le mur, vous exercez une force sur le mur, mais en retour, le mur exerce exactement la même force sur vous. Voilà, les deux forces ont la même valeur, la même direction, par contre elles ont des sens opposés. Alors quelles sont les interactions fondamentales, c'est-à-dire à partir desquelles on explique pratiquement toutes les propriétés importantes de la matière? Il y a tout d'abord la force électromagnétique. Alors sans elle, pas d'électricité, pas d'aimant, pas de lumière. C'est cette force-là qui permet d'expliquer notamment tout ce qui se passe avec la lumière, les photons, tout ce qui est particules électriques, champs magnétiques, tous ces phénomènes-là sont dus à la force électromagnétique. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la force forte. Alors la force forte, comme son nom l'indique, c'est la plus puissante de toutes ces interactions-là, mais elle ne s'exerce qu'au sein des noyaux. En fait, c'est cette force-là qui est responsable de la cohésion des particules dans le noyau. C'est-à-dire que comme il y a plusieurs protons par exemple dans le noyau, tous les protons sont positifs, les protons devraient se repousser entre eux. Et donc les noyaux ne devraient pas exister. En fait, c'est une supercolle si on veut, et cette supercolle, elle permet d'assembler les protons entre eux et de les tenir, et de faire que finalement les noyaux existent et donc que la matière existe. Donc cette force-là, elle existe, mais uniquement à l'échelle atomique et au sein même des noyaux. Il y a également la force faible. Alors pourquoi faible? Parce qu'elle est beaucoup plus faible que la force forte. Et c'est en gros cette force-là qui permet d'expliquer, donc celle-là on ne va pas trop rentrer dans les détails cette année, mais elle explique notamment un certain type de radioactivité. Donc c'est cette force, après vous pourrez lire hein, les petits écriteaux là, mais c'est cette force-là qui permet vraiment d'expliquer la nature d'une radioactivité. Et puis évidemment, il y a la force gravitationnelle. Celle-là, on la connaît tous. Hein. Si on lance un stylo, il finit par retomber sur le sol. C'est cette force-là qu'on peut résumer ainsi. Tout ce qui a une masse s'attire. Donc dès que deux objets ont une masse, ils s'attirent. Donc c'est cette force-là qui fait que, indéniablement, vous finirez par retomber sur Terre. La Terre a une masse, vous avez une masse, et vous allez toujours être attiré par celui qui a la plus grosse masse, c'est-à-dire la Terre.
Alors ça, c'est une force qui a une portée infinie. N'importe où dans l'univers, la Terre attire des objets puisqu'elle a une masse. Ensuite, il faut regarder évidemment les ordres de grandeur, si cette interaction elle est importante ou pas. Et c'est ce qu'on va voir en détail maintenant. Donc on va surtout s'intéresser dans la suite du chapitre à la force gravitationnelle. Une partie des forces électromagnétiques, c'est la force électrique. Et on va un petit peu parler simplement de la force forte. Alors, l'interaction gravitationnelle, qu'on appelle aussi newtonienne, puisque c'est Newton qui en a érigé, on va dire, les principes. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous dit que si on a deux objets, A et B, un point A, un point B, qui ont chacun une masse, MA et MB, ils sont séparés par une distance AB, alors la force d'attraction exercée par A sur B, donc A est attiré par B et réciproquement B est attiré par A, donc force exercée par A sur B, c'est celle-là, force exercée par B sur A, c'est celle-ci. Elle vaut quoi? Elle vaut moins G, G étant la constante de gravitation universelle qui vaut n'importe où dans l'univers 6, 67, 10, moins 11. Donc vous n'avez pas à retenir la valeur par cœur, elle sera toujours donnée dans les exercices. Vous devez juste savoir qu'elle s'appelle grand G, important de noter ça avec un G majuscule, fois la masse de A fois la masse de B, et divisé par la distance qui sépare ces deux astres au carré. Alors pourquoi un moins ici? Parce que c'est selon un vecteur unitaire, UAB, donc la norme de ce vecteur il a une longueur de 1. Donc si tout est en mètres, c'est 1 mètre, quoi. C'est un vecteur fictif qui n'existe pas. Et tout simplement pour montrer que, par exemple, la force de A sur B, qui est notée en bleu, on voit qu'elle est opposée, le moins, au vecteur UAB, qui a été choisi arbitrairement de A vers B, en appelant celui-là A et UAB. En norme, en valeur, on retire le signe moins, ça nous donne simplement grand G fois la masse de A fois la masse de B, divisé par la distance AB au carré. Alors c'est ce qu'on appelle une force attractive et de portée infinie, c'est-à-dire qu'elle est toujours une force qui attire l'objet, et elle s'exerce même si les objets sont infiniment éloignés. Alors par contre, elle peut être minuscule, cette force. Ça veut dire que n'importe où dans l'univers, la Terre attire tout ce qui est dans l'univers. Tout comme le Soleil attire tout ce qui a une masse, tout comme la Lune attire tout ce qui a une masse, tout comme vous attirez tout ce qui a une masse. Mais par contre, les valeurs peuvent être minuscules. Alors, un exemple pour mieux comprendre, ce sera beaucoup plus clair avec l'exemple. On veut ici calculer la valeur des forces d'interaction gravitationnelle qui s'exercent entre la Terre et la Lune. Alors, voici le schéma. On va donc calculer la force exercée par la Terre sur la Lune. On applique la formule, c'est grand G fois la masse de la Terre fois la masse de la Lune, divisé par la distance Terre-Lune au carré. Il nous suffit de remplacer par les valeurs. Le grand G vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11. La masse de la Terre, elle est donnée ici, elle est bien en kilogrammes, donc il suffit de recopier. 5,98 fois 10 puissance 24. La masse de la Lune est ici, 7,35 fois 10 puissance 22 kg. Et on divise par la distance, mais attention au piège, c'est que là, la distance est donnée en kilomètres, or il faut la mettre en mètres, d'où l'introduction. Donc, sur les notations scientifiques et compagnie, il faut que je multiplie par 10 puissance 3, puisque kilo c'est 10 puissance 3. Ça nous fait 3,84 fois 10 puissance, donc 5 fois 10 puissance 3, ça fait 8, 5 plus 3, 8, et ne pas oublier le carré. On tape ça à l'aide d'une calculatrice, je vais rapidement le faire. Donc 6,67 fois 10 puissance moins 11 fois 5,98 fois 10 puissance 24 fois 7,35 fois 10 puissance 22, le tout divisé par 3,84 fois 10 puissance 8, et au carré, ne pas oublier le carré, c'est l'erreur classique. Ah, j'ai fait une petite faute de frappe.
suis désolé, je vais devoir retaper. Donc attention, hein, ce sont des gros nombres à manipuler, donc on peut rapidement faire des fautes de frappe. L'important c'est tout simplement de vérifier, hein. Et une fois qu'on vérifie, normalement on y arrive. Donc divisé par 3,84 fois 10 puissance 8. On tombe à peu près, si j'arrondis, sur 2 fois 10 puissance 20 newtons. Si on prend une bonne échelle, on peut représenter cette force sur le schéma. Donc on peut choisir l'échelle, soit l'imposer, soit on peut la choisir. Donc échelle, on va dire que 1 cm sur le dessin, ça représente 10 puissance 20 newtons. Comme ça, on va simplement faire une force de valeur 2 cm. Donc comme c'est une force attractive, hein, on est bien d'accord que la Terre attire la Lune. Donc la force exercée par la Terre sur la Lune, elle part de la Lune, elle va vers la Terre. Et donc, vous allez faire un vecteur qui part, alors moi j'ai pas de règle, hein, mais de centre à centre, on est bien d'accord, du centre de la Lune vers le centre de la Terre. Ça, c'est la force exercée par la Terre sur la Lune. Et avec cette échelle-là, cette flèche-là fait 2 cm. Si on nous avait demandé, ce n'est pas le cas ici, hein, mais si on nous avait demandé de tracer la force exercée par la Lune sur la Terre, ça aurait été exactement la même chose, sauf qu'on serait parti de la Terre vers la Lune, on aurait fait la même valeur, ça c'est la force exercée par la Lune sur la Terre. Et on aurait aussi fait un vecteur de 2 cm. Puisque ces deux forces, via la troisième loi de Newton, hein, principe des actions réciproques, sont de même direction, de même valeur, mais par contre de sens opposé. Donc voilà une application, hein, vraiment de cette formule. Expliquons ce qu'est le poids d'un objet. Alors le poids d'un objet, c'est tout simplement, donc attention, hein, ce qu'on appelle poids, c'est la force gravitationnelle exercée par un astre Donc l'astre ici c'est la Terre, hein, puisque nous on vit sur Terre. Mais si on parlait du poids de Mars, bah, ce serait la force exercée par Mars sur un objet, on va dire un objet posé à la surface de la Terre, donc à la surface de l'astre. Autrement dit, ne pas faire la confusion, ne pas dire que force gravitationnelle ou gravité et poids sont des choses différentes. Le poids et la force gravitationnelle exercée par la Terre sur l'objet qu'on étudie, c'est exactement la même force. Donc ce qu'on appelle le poids, P, c'est égal à la force exercée par la Terre sur cet objet. Alors, imaginons que l'objet, ce soit une personne qui est sur la Terre. Cette personne, on va l'appeler, je sais pas, Nathalie. Donc je l'abrège avec Nat. Le poids de Nathalie, donc le poids de Nat, c'est la force exercée par la Terre sur Nathalie. C'est donc égal à grand G fois la masse de la Terre fois la masse de Nathalie divisé par la distance qui les sépare au carré. Quelle est la distance qui sépare la Terre et Nathalie? Eh bien, c'est le rayon de la Terre, que j'appelle RT, plus une petite hauteur, que j'appelle H, au carré. Cette hauteur H, c'est quoi? Eh bien, c'est la hauteur entre la surface et le centre de gravité de Nathalie. Donc, votre centre de gravité se situe à peu près à votre nombril, c'est-à-dire ça fait à peu près 1 mètre. La hauteur H, elle fait à peu près 1 mètre pour une personne. Si par contre, et le rayon de la Terre, pardon, le rayon de la Terre,
il vaut 6380 km. On est bien d'accord que 1 mètre par rapport à 6300 km, c'est totalement négligeable. C'est tout petit. Donc finalement, ce H, on peut faire comme s'il n'y était pas, si on considère évidemment une personne. Si par contre, vous allez me dire, Nathalie, elle est dans un immeuble. Donc imaginons, là, il y a un immeuble, et puis là, il y a Nathalie. Bah, l'immeuble, même s'il fait 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, mettons qu'il fasse 15 mètres, la hauteur H, ce ne serait pas 1 mètre, ce serait 15 mètres. Le H'. Bah 15 mètres par rapport à 6300 km, c'est toujours négligeable. Donc le H, très souvent, il est négligeable. Donc on n'en tient pas compte. Eh bien, si à la place de calculer le poids de Nathalie, je calcule le poids de Julien, dans la formule, on est bien d'accord que j'aurai exactement la même chose, sauf ici la masse de Julien à la place de la masse de Nathalie. Et si à la place de calculer le poids de Julien ou de Nathalie, je calcule le poids d'un stylo, eh bien la formule sera exactement la même, sauf que je mettrai masse du stylo. Autrement dit, on se rend compte qu'il y a toujours un terme en commun. Ce terme qui est tout le temps en commun, je vais l'entourer ici, c'est ce morceau-là, le morceau que j'entoure en rouge. Eh bien ce morceau-là, on l'a appelé petit g. Et ce petit g, si on fait l'application numérique, si on remplace donc par les nombres, on va se rendre compte qu'il vaut à peu près 10, c'est-à-dire 9,81 pour être précis. Et donc, ce que vous avez appris en troisième et en seconde, on dit que le poids, c'est mg, mais attention, ce g, il vaut grand G fois la masse de la Terre sur le rayon terrestre au carré. Donc là, c'est fois la masse de Nathalie. Donc grand G, il porte un nom. Le petit g, donc pas faire l'intention, pas faire l'erreur de confondre le petit g et le grand G. Le petit g, il vaut grand T, grand G, fois la masse de la Terre sur le rayon de la Terre au carré. Si on fait l'application numérique, on va trouver à peu près 9,81 newtons par kilogramme. Et ce petit g, il s'appelle l'intensité de la pesanteur sur Terre. On peut aussi dire l'accélération de la pesanteur sur Terre. Évidemment, ce petit g existe sur toutes les autres planètes. On peut l'appeler g-Terre, si on veut. Pour le calculer, il faudrait simplement mettre la masse de, par exemple si on fait ça sur Mars, la masse de Mars sur le rayon de Mars dans la formule. Le grand G vaut toujours 6,67 10-11, c'est ce qu'on appelle la constante universelle, donc partout valable dans l'univers, de gravitation. Donc voilà ce qu'est le poids d'un objet. Donc évidemment, pour aller plus vite pour calculer le poids, au lieu d'utiliser la grosse formule qui est là, il suffit de faire la masse de l'objet qu'on étudie fois le petit g qui vaut toujours 9,81, mais attention, si et seulement si, on peut négliger la hauteur h, donc qui est la hauteur entre l'objet et la surface de la Terre, cette hauteur-là, par rapport au rayon terrestre. Rayon terrestre, 6380 km. Tant qu'on a quelque chose de l'ordre de grandeur de 1 mètre, 10 mètres, 20 mètres, 50 mètres, on peut le négliger. Si par contre on est sur l'Everest, donc de hautes montagnes, des montagnes qui font 8 km, là on peut plus. 8 km, on doit en tenir compte par rapport à 6380 km. Voilà pour le poids. Autre force, c'est l'interaction électromagnétique ou coulombienne, du nom de Charles-Henri Coulomb. Donc là, on fera tout un TP pour expliquer un petit peu les petites voies entre les charges. Mais finalement, on a ce qu'on appelle une interaction électrostatique. Donc là, on va s'intéresser uniquement à ce qu'on appelle la partie champ électrique. Donc évidemment, on n'étudie pas les champs magnétiques cette année. Donc lorsque les charges électriques sont immobiles, on parle d'interaction électrostatique, statique voulant dire immobile, donnée par cette fameuse loi de Coulomb qui nous dit que lorsqu'on a deux charges électriques QA et QB qui s'exercent l'une sur l'autre, eh bien on a une formule qui nous permet de les relier, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la formule qu'on a vue tout à l'heure, la formule gravitationnelle. Donc imaginons qu'on ait une particule A, une particule B, elles ont des masses, mais elles ont des charges. Par exemple, une charge positive QA, et puis QB, alors elle peut être positive ou elle peut être négative. Eh bien, il existe une force
A exerce une force sur B et B exerce une force sur A, qui peut être soit attractive, soit répulsive, en fonction des signes. Donc si elles ont toutes les deux le même signe, la force est répulsive, c'est-à-dire A repousse B et B repousse A. Si au contraire elles ont des signes contraires, par exemple A positif et B négatif, c'est une interaction attractive. A attire B et B attire A. Et quelle est la formule? Eh bien c'est K, qui finalement c'est comme le grand G de tout à l'heure, hein, c'est une constante, qui vaut 9 fois 10 puissance 9, fois la charge en A fois la charge en B. Donc on les prend en valeur absolue, c'est-à-dire simplement la partie positive pour avoir la norme, divisée par la distance, là, la distance qui les sépare au carré. Donc c'est finalement une formule qui ressemble énormément, hein. Donc la seule différence, c'est que la gravitationnelle, elle était toujours attractive, hein, alors que là, on peut avoir une force attractive ou répulsive en fonction du signe des charges. Par exemple, ici, on a les deux cas qui sont étudiés. Alors, si les deux charges ont le même signe, QA par exemple, soit QA est positif et QB est aussi positif, elles se repoussent. On voit que là, il y a une force. Ça, c'est la force exercée par B sur A. B repousse A. Et là, c'est la force exercée par A sur B. A repousse B. Donc on voit qu'on a deux forces qui sont donc répulsives. Donc on dit répulsive. Si au contraire, les charges sont de signes contraires, par exemple A est positif, QA est positive et QB négative, là on a une interaction attractive. Ça se voit là. La force exercée par B sur A, B attire A, c'est celle-là, et l'autre, qui ont finalement la même valeur, hein, simplement le sens est différent. La force exercée par A sur B, A attire B. Donc cette force est attractive si donc, les charges sont de signes contraires, de signes opposés on va dire. Et au contraire, elle est répulsive si les charges ont le même signe. Aussi portée infinie. Ça veut dire que peu importe où sont placées les charges, même si la distance AB elle est hyper grande, ça existera toujours. Mais ça peut être négligeable, hein, ça peut être très très faible. Alors ça, c'est ce qui va nous expliquer tous les petits phénomènes d'électricité statique, par exemple, quand vous frottez une règle en plastique avec un chiffon en laine, vous attirez vos cheveux, ou des petits objets, des petits bouts de papier très très légers, des confettis. C'est avec ces phénomènes qu'on va pouvoir expliquer ça. Donc ça, c'est ce qu'on fera en TP ensemble. Et en gros, l'électrisation, elle consiste à faire apparaître sur un corps soit un excès d'électrons, du coup, s'il y a trop d'électrons, le corps se charge négativement, ou alors un défaut, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus trop d'électrons, ces électrons se sont baladés ailleurs, et auquel cas le corps est chargé positivement. On peut alors électriser deux corps par frottement. Par exemple, si vous prenez une règle en PVC, vous arrachez des électrons avec la laine, comme je viens de le dire, hein, on frotte une règle avec un chiffon de laine, le PVC se charge négativement, la laine positivement, et le frottement fait passer des électrons d'un corps à l'autre. Donc quand vous avez frotté mécaniquement, hein, l'action mécanique, ça fait passer des électrons. Et donc vous avez chargé à la fois le chiffon de laine et la règle. On peut aussi électriser un corps par contact, ce sont les trois façons d'électriser un corps. Si vous prenez la règle qui est chargée en PVC et vous touchez une boule d'aluminium, lors du contact, vous faites passer des électrons de la règle vers le petit morceau d'aluminium. Et donc vous avez chargé une boule d'aluminium qui à la base était neutre, vous l'avez chargée par contact en touchant. Mais aussi par influence, on peut électriser un corps par influence. Votre règle électrisée précédemment avec le chiffon de laine, si vous l'approchez d'une boule en aluminium sans la toucher, eh bien la boule est attirée. Et la distribution des charges dans le métal est localement distordue, c'est-à-dire que pendant un bref instant, les électrons, donc vous avez une règle qui est chargée négativement, puisque vous l'avez frottée, et au départ vous avez une boule
qui est totalement neutre, une boule en aluminium, et bien comme vous approchez des moins, les charges moins, les électrons qui sont dans la boule vont avoir tendance à aller se cacher à l'opposé de la boule. Résultat, ici, il manque des électrons, donc il y a toujours les noyaux qui sont là, qui sont chargés plus. Vous avez créé, à un moment donné, un déficit d'électrons. Et donc, ici, il peut y avoir une attraction, puisqu'on a des charges, ici, de signes contraires, moins et plus, qui vont s'attirer. Et donc, si vous accrochez cette boule, par exemple, à un petit fil, à un pendule, vous avez le pendule qui va aller dans ce sens-là. La boule va venir toucher la règle en plastique. Au contact donc de la règle en plastique, elle va se charger moins et moins ça va se repousser, et la boule va repartir en sens opposé. Alors évidemment, on peut faire la distinction entre les conducteurs et les isolants. Dans un conducteur, des porteurs de charge, donc ce sont les électrons dans les métaux et les ions dans les solutions, peuvent se déplacer dans tout l'échantillon, alors que dans un isolant, les électrons ne sont pas libres de se déplacer. D'accord ? Par exemple, ici, dans un conducteur, les électrons peuvent bouger partout au contact de la règle, alors que dans un isolant, non. Voilà, petite différence, sans rentrer trop dans les détails. Alors, on peut faire un petit bilan, comparer ce qu'on a vu, les deux formules. Alors, ces deux formules, il faut être clair, il faut les apprendre par cœur, bien évidemment. Il faut les connaître par cœur. Force gravitationnelle, c'est grand G fois la masse de 1 fois la masse de B sur la distance qui les sépare au carré, avec les unités kg et mètres. Et évidemment, une force, c'est en newton. C'est toujours une force attractive, c'est-à-dire que A attire B et B attire A. Et par contre, la force coulombienne, c'est presque la même chose, mais c'est entre des charges, c'est plus des masses. Donc là, si on veut la valeur, on prend les valeurs absolues, c'est-à-dire que s'il y a un signe moins, on considère que c'est positif. On fait la charge de A fois la charge de B divisé par la distance qui les sépare au carré. Attention, la valeur de grand G n'est pas à connaître par cœur puisqu'elle est toujours donnée, et elle vaut toujours 6,67 10-11, tout comme la valeur de K. Il faut savoir que ça s'appelle K, mais sa valeur, 9 10 puissance 9, elle est donnée. Là, la seule différence, c'est que si les charges sont de même signe, on a une répulsion, et si elles sont de signe contraire, on a une attraction. Donc on fait tout de suite une application, on va utiliser tout ça. Alors, il y a un petit peu de place. L'électron et le proton d'un atome d'hydrogène sont distants de 5,3 fois 10 puissance moins 11. Donc, première chose à faire, c'est peut-être de se faire un schéma. Donc, on parle d'un électron et d'un proton du noyau d'hydrogène. Donc, si on dessine le noyau, ici il y a un proton que je symbolise par un plus, et ici il y a un électron que je symbolise par un moins. Donc, voici l'électron. Je vais juste mettre une couleur. Le proton qui est dans le noyau, je le représente par un plus rouge. Et ce qu'on nous dit, c'est que l'électron et le proton sont séparés par une distance d qui vaut 5,3 10-11. On nous demande de calculer la valeur des forces d'interaction électrique et indiquer comment est cette interaction, si elle est attractive ou répulsive. Donc, interaction électrique, dit la force électrique, donc force électrique. Alors, exercée par l'électron sur le proton. E-, c'est le symbole officiel d'électron. J'applique la formule sans me poser de questions. On fait K fois la charge de l'électron fois la charge du proton divisé par la distance qui les sépare au carré. K, c'est K. La charge d'un électron, souvenez-vous du cours, elle vaut moins E. La charge du proton, elle vaut plus E. Ah oui, mais j'ai pris les valeurs absolues. Les valeurs absolues veulent dire que si un signe moins, je le retire. Ça fait donc K fois E au carré divisé par D au carré. Il ne me reste plus qu'à remplacer numériquement. K, c'est la constante électrique, elle vaut 9 fois 10 puissance 9. Le petit e, il faut regarder dans le tableau qu'on avait rempli tout au début, c'est la charge élémentaire, 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. C'est au carré, donc j'oublie pas le carré. Et je divise ça par la distance, donc de 5,3,
fois 10 puissance moins 11 mètres. C'est déjà en mètres, donc il n'y a pas de conversion à faire. Il faut juste pas oublier le carré. Je prends ma calculatrice et je tape ça. Donc 9 fois 10 puissance 9 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19 au carré, divisé par, ouvrez la parenthèse, 5,3 fois 10 puissance moins 11, exposant 2. Et donc ça fait 8,2, en arrondissant évidemment, fois 10 puissance moins 8 newtons. Alors, je vous engage à refaire ce calcul à la calculatrice, parce qu'au départ, souvent, les élèves ont du mal à taper ça. Si on nous demandait de dessiner cette force, c'est pas demandé là, hein, mais on voit quand même, est-ce que c'est une force attractive ou répulsive? L'électron est chargé moins, le proton plus, donc c'est une force attractive. L'électron attire le proton. Donc là, j'avais mis la force exercée par l'électron sur le proton, donc ce serait une force qui serait comme ça, dans ce sens-là. Et au contraire, la force exercée par le proton sur l'électron, le proton attire l'électron, ce serait celle-là. Donc on a la valeur de cette force. Donc ici, comme les signes sont opposés, on peut dire qu'elle est attractive. Parce que un est chargé moins et l'autre est chargé plus. Maintenant, deuxième question, on nous demande de calculer la force gravitationnelle entre l'électron et le proton. J'utilise l'autre formule, grand G fois la masse de l'électron fois la masse du proton divisé par la distance qui les sépare au carré. Tout simplement. Donc 6,67 10 moins 11. Alors, la masse de l'électron, donc il faut retrouver exactement ce qu'on avait donné tout à l'heure. Donc la masse de l'électron, elle était donnée dans le tableau introductif. Donc la masse de l'électron, c'est 9,1 fois 10 puissance moins 31. Donc on ne vous demande pas de les connaître par cœur, évidemment, hein, ces masses-là. Elles sont données. La masse du proton, c'est 1,673 fois 10 puissance moins 27. Et on divise tout ça par la distance donc de 5,3 fois 10 puissance moins 11, sans oublier le carré. Donc il suffit de taper ça sur sa calculatrice. Donc allons-y, 6,67 fois 10 puissance moins 11, donc constante grand G qui est donnée, hein, fois 9,1 fois 10 puissance moins 31. Là encore c'est donné. Le 1,673 fois 10 puissance moins 27, il est donné aussi. Et on divise tout ça, ne pas oublier la parenthèse, par 5,3 fois 10 puissance moins 11 au carré. Je peux que vous engager à le faire, hein, faites-le vous-même pour voir si vous retrouvez ces valeurs-là. Donc on est à 3,6 fois 10 puissance moins 47 newtons. Ce sont des petites forces. Hein. Et on nous demande de comparer maintenant comparer ces deux valeurs. Alors pour comparer, il y a une méthode, il faut toujours faire le plus grand divisé par le plus petit. Alors là, on regarde juste les puissances. Hein. Là, on voit qu'on est en 10 puissance moins 8. Là, on est en 10 moins 47. Donc clairement, le plus grand, c'est le 10 moins 8. Hein. 10 moins 47, c'est tout petit. Donc pour comparer, on fait donc la force électrique, puisque c'est la plus grande, divisée par la force gravitationnelle, puisque c'est la plus petite. Et tout simplement, on tape 8,2 fois 10 puissance moins 8 divisé par 3,6 fois 10 puissance moins 47. Alors, je tape ça. Là encore, hein, entraînez-vous à taper ce genre de petits calculs. Au début, c'est un peu pénible, mais si vous ne le faites pas, vous ne saurez pas le faire tout seul.
on trouve du 2,3 fois 10 puissance 39. Ça veut dire que la force électrique, elle est 2,3 fois 10 puissance 39 fois plus grande que la force gravitationnelle. Autrement dit, la force gravitationnelle est totalement négligeable. Donc la conclusion, c'est la force gravitationnelle est négligeable. On n'a pas besoin d'en tenir compte. C'est la force électrique qui prédomine devant la force électrique pour cet exemple-là. Voilà ce qu'on peut conclure. Donc, on a calculé entre un proton et un électron, eh bien, c'est la force électrique qui va être responsable de la plupart des phénomènes, puisque la force gravitationnelle, elle existe, certes, mais elle est minuscule. Hein. Elle est 2,3 avec 38 zéros derrière, fois plus petite. Donc c'est tout petit hein, par rapport à la force électrique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un champ? Alors, la notion de champ, il y a plusieurs types de champs. Il y a ce qu'on appelle les champs scalaires et les champs vectoriels. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un champ? C'est une grandeur physique, ça veut dire quelque chose de mesurable, associé à un point de l'espace considéré. Une grandeur scalaire, comme la température, est définie par un nombre et une unité. L'ensemble des valeurs, ça définit ce qu'on appelle un champ scalaire. Par exemple, les températures, si vous regardez la carte météo, en chacun des points de l'espace, il y a une valeur précise qui correspond à une grandeur qu'on appelle ici la température mesurée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un champ scalaire. Alors si jamais on avait par exemple les mêmes températures partout, on dit que le champ il est uniforme. Donc une valeur précise renseigne finalement sur la grandeur qu'on étudie. Ça s'appelle un champ scalaire. Par contre, on peut avoir aussi des champs vectoriels, par exemple pour connaître le vent. Certes, la vitesse nous intéresse du vent, temps étant de km/h, hein, 50 km/h, 70 km/h, etc. Mais aussi sa direction, c'est indispensable, et son sens, savoir dans quelle direction va le vent. Donc ça, juste une valeur ne nous suffirait pas. Dire juste 90 km/h, ça ne suffit pas. Il faut qu'on précise aussi dans quelle direction ça va et dans quel sens. Donc là, on associe un vecteur. Par exemple, la carte qui est là, ce sont finalement les champs vectoriels de vitesse du vent à une date précise. Donc on voit que plus la flèche est longue, plus la vitesse du vent est importante, et on sait le vent d'où il va, d'est en ouest, etc., etc. Par exemple, on voit qu'en Italie, ce jour-là, le vent était relativement faible par rapport à ce qui se passait au nord de la France ou bien dans la zone de la Méditerranée ici. Alors, comment est-ce qu'on caractérise un champ? Un champ est caractérisé par ce qu'on appelle des lignes de champ. Donc les lignes de champ d'un champ vectoriel sont des courbes tangentes au vecteur champ en chacun de leurs points, et elles sont orientées dans le sens du vecteur champ. Donc elles sont orientées évidemment par une flèche. Donc par exemple, le champ électrique créé par une charge positive, regardez, donc la charge positive c'est le point vert, et de ce point-là part le champ électrique. Alors ce champ électrique, il part de la charge et il s'éloigne de la charge. Et il décrit à chaque fois des lignes qu'on appelle des lignes de champ, où le vecteur champ électrique, qu'on note E, est à chaque fois tangent à ces différentes lignes. Donc les lignes rouges sont les lignes de champ. A contrario, pour une charge négative, vous voyez que le champ électrique il vient vers la charge qui est négative et qui est représentée par le gros point rouge. Donc il y a un sens pour les champs. Donc il faut savoir que les lignes de champ électrostatique, elles partent de la source si elle est positive, et inversement, elles entrent dans la source, ça vient à l'intérieur, si elle est négative. Ligne de champ de deux particules qu'on étudiera en détail. Imaginons qu'on ait deux particules positives, c'est-à-dire de même signe. On voit que les lignes de champ, elles s'éloignent les unes des autres. Il y a une zone où il n'y a rien entre, puisque les particules se repoussent. Donc elles vont du plus et elles s'échappent. Au contraire, quand elles ont des signes opposés, là un moins, là un plus, on voit que les lignes de champ finalement s'ajoutent et elles partent du plus et elles arrivent dans le moins. Et donc là on voit bien qu'on est dans un cas d'attraction, alors que le premier cas, même signe,
c'était un cas de répulsion. Bien entendu, il y a également, donc ça c'est pour le champ électrique, mais il y a le champ gravitationnel. Je rappelle que le champ gravitationnel, sur Terre, on l'a noté petit g, et il valait en fait grand G fois la masse de la Terre, divisé par le rayon de la Terre au carré. Et si la hauteur est négligeable, en gros, il vaut 9,81 newton par kilogramme. Ça, c'est le champ terrestre. Et bien, on voit que ce champ, il part et il est toujours dirigé vers le centre de la Terre. Ce qui nous attire, c'est le centre de la Terre. Donc les lignes de champ, finalement, ce sont des verticales, ici, qui convergent toutes vers le centre de la Terre. Enfin, un champ vectoriel uniforme, il est tel que le vecteur champ est le même en tout point des points. Uniforme, ça veut dire qu'il a toujours même direction, même sens, même norme. En tous les points, c'est le même. Par exemple, dans le dispositif qu'on appelle un condensateur plan, alors qu'est-ce que c'est qu'un condensateur? C'est tout bête, hein. Ce sont deux plaques. Une plaque ici que je repasse en bleu, qui est chargée plus, et en face, une plaque qui est chargée moins. Donc la plaque du haut est plus, la plaque du bas est plus, et bien entre ces plaques, si elles sont parfaitement parallèles, il existe un champ électrique qui va toujours du plus vers le moins. Donc ça, il faut l'apprendre par cœur, hein. E va du plus au moins. On dit qu'il va dans le sens des potentiels décroissants. Et entre les plaques, il est toujours parallèle. Donc on dit que, et de même valeur, hein, c'est-à-dire que le champ électrique dans ce point-là, il vaut la même valeur que ici, il vaut la même valeur que là, etc. N'importe où, on dit que le champ, il est uniforme. Le champ électrique est uniforme entre les plaques. Vous pouvez rajouter ça. On dit aussi les armatures. Hein. Les armatures, l'armature plus. Hein. Voilà, c'est ce qui est écrit là. Alors, qu'est-ce que c'est que le champ électrostatique? Eh bien, le champ électrostatique, c'est comme tout à l'heure. Hein. En fait, c'est une partie de la force électrique. Ce champ électrostatique, si on étudie une charge qui subit la force électrostatique qu'on avait écrit avant, eh bien, c'est tout simplement F divisé par la valeur de Q, ce qui va nous donner cette partie. Souvenez-vous, si on écrit la force électrique, c'est K fois Q1 fois Q2 sur la distance au carré qui les sépare. Et bien, si on étudie la particule Q2, et bien en fait, cette partie-là, on l'a appelée E. Et c'est donc le champ électrostatique, tout comme avant, quand on faisait la partie gravitationnelle, la force gravitationnelle, c'était grand G fois la masse de la Terre, fois la masse de l'objet étudié sur le rayon terrestre au carré. Et bien cette partie-là, on l'a appelée petit g, et on peut l'appeler champ gravitationnel exercé par la Terre sur l'objet. Et bien là, c'est exactement la même chose. Cette partie-là, on peut l'appeler champ électrique. Donc évidemment, hein, la direction, c'est celle de la force subie par la charge Q. Donc là, il faut voir si c'est attractif ou répulsif, hein, pour avoir le sens. Et la norme, par contre, attention, un champ électrique, cette partie-là, les unités, quand on calcule K fois Q1 sur D carré, qui s'appelle grand E, hein, qui est ici, l'unité, c'est des volts par mètre. Ou bien des newtons par coulomb. C'est équivalent. Donc le champ de pesanteur, bah, c'est ce que j'ai fait. Donc on va écrire ici ce que j'ai dit plusieurs fois au cours de la leçon. Donc ce qu'on appelle le champ terrestre, alors qu'on donne des fois petit g ou cette espèce de grand G comme ça. Donc ça dépend des notations selon les livres. On peut le noter petit g. C'est donc grand G fois la masse de la Terre. Si on est sur Terre, hein, évidemment, divisé par le rayon de la Terre au carré. Et donc, ça vaut à peu près 9,81 newton par kilogramme. Une autre unité qu'on peut trouver aussi qui est équivalente, c'est mètres par seconde au carré. C'est pour ça qu'on dit aussi que c'est l'accélération de la pesanteur. On verra ça plus en détail dans le cours de terminale.
Donc encore une fois, ça s'appelle le champ de pesanteur sur Terre. Si jamais on voulait le champ de pesanteur sur Lune, on remplacerait donc Terre, le mot Terre par Lune, et on fera le calcul. Un tout petit bémol à ça, que j'ai déjà expliqué en début, si jamais l'objet il était loin de la Terre, par exemple, imaginez que vous étudiez un satellite qui se balade, là la hauteur h, elle serait importante, et donc il faudrait rajouter le plus h ici, avant le carré, la hauteur h. Mais très souvent, comme on est à la surface de la Terre, à quelques mètres, comme je l'expliquais, ce h là est négligeable, et on n'étudie quand même pas les satellites tous les jours. Et auquel cas, ça ne vaudrait pas 9,81, ce serait un peu moins, bien évidemment. Donc ici, j'ai rappelé, bien entendu, les valeurs. Donc le champ, la direction est verticale vers le bas, c'est-à-dire que le champ il va vers le centre de la Terre, et il vaut 9,81 à peu près à la surface de la Terre. Voilà. Voilà pour cette leçon. Eh bien, j'espère que vous avez bien compris, et sinon n'hésitez pas à vous la repasser. Et puis, bon courage pour cette étude. Au revoir.